1932. Ian Fleming est alors un jeune journaliste posté à la section nécrologique des bureaux de Reuters à Londres. Un matin, son rédacteur en chef, Bernard Ricketson-Hart, l'appelle alors en urgence et lui confie sa première mission, remplacer l'un de ses reporters absents à Munich. Il sera donc chargé d'accompagner le célèbre pilote anglais Donald Healey pendant l'intégralité d'une course automobile à travers l'Europe et les Alpes, l'International Alpine Rally, encore appelé par le titre romanesque de Coupe des glaciers. L'Europe, comme le monde entier, est encore largement impactée par la crise boursière de 1929. Et l'industrie automobile compte sur ces types d'événements sportifs pour pouvoir faire de la publicité ainsi que tester leurs véhicules en situation difficile. Pour la seconde année consécutive, le rallye est alors grandement populaire et suivi par de nombreux journaux de l'époque. Pendant une semaine, plusieurs voitures devront sillonner étape par étape l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la Suisse et la France, en passant par Grenoble pour arriver à San Remo en Italie, sur un parcours total de 2542 km, soit 1600 miles. Fleming sera donc envoyé à Munich pour monter à bord d'une Invicta S type 4 litres 5 et faire la promotion du constructeur britannique. Donald Healey était à l'époque un ancien aviateur de la Première Guerre mondiale et un pilote de rallye qui avait remporté la course de Monte-Carlo l'année précédente, ainsi que la première des coupes de glaciers. Cette année, il cherchait donc à renouveler sa performance. Il était à l'époque une méga star. Fleming, en montant à bord, devint de fait son coéquipier et navigateur. Lui qui n'avait jusque-là fait que de la conduite avec son ami Ivar Bryce sur des routes de l'Oxfordshire ou sur des lacets de montagnes autrichiennes, est à présent participant actif d'un rallye automobile professionnel. C'est un rêve pour lui qui se réalise. Bien qu'en réalité, le but de la course est surtout une démonstration publicitaire des différents constructeurs de l'époque, Mercedes, Bugatti, Talbot et Invicta, bien évidemment. La compétition démarrera donc à Munich. C'est durant le voyage aller que les deux hommes feront connaissance et deviendront amis. De l'Angleterre à l'Allemagne, passeront donc par le Havre, le nord de la France, Reims, la Forêt-Noire. Autant d'étapes, autant de restaurants, autant de lieux et de routes qui influenceront les futurs récits de l'auteur. Une fois sur les lieux, à la veille de la compétition, commence alors l'exposition des diverses mécaniques. Il pose d'ailleurs en photo à côté d'une magnifique Aston Martin AM Ulster, sans se douter une seconde de la publicité énorme qu'il fera plus tard pour la marque. Au passage, ce sera ce genre même de véhicule qui remportera les 24 heures du Mans en 1935. Fleming est alors en transe. Il reconnaît différents pilotes, des vedettes, des stars, des fous du volant. Le baron Brian Lewis pour Talbot, Tim Rose Richards, lui aussi pour Talbot, Kinson sur Bentley. Le jeune homme vient rêver. Le nombre d'inscriptions britanniques a dépassé toutes les attentes cette année, car sur un total de 107 voitures, pas moins de 43 étaient de fabrication anglaise, dont entre autres Talbot, Invicta bien sûr, mais aussi Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, Triumph. 32 voitures allemandes, 8 américaines, 7 françaises, 4 italiennes, 7 autrichiennes et 6 tchécoslovaques. Il y a donc une domination britannique en nombre, mais quid des futurs gagnants ? Après un dernier regard par des conducteurs anxieux, leurs voitures ont été garées sur le terrain de la parade à l'air libre jusqu'à jeudi matin. Certains se soucient déjà que des cols soient enneigés, mais la bonne humeur reste de mise. Jeudi 28 juillet, premier jour, 350 miles, départ à 4h du matin. Dès les premiers partants, une pluie torrentielle se déchaîna sur la capitale bavaroise. Le premier accrochage a eu lieu à moins de 2 miles du départ avec l'Aston Martin du pilote anglais Ulrich Smith qui s'est écrasé contre un taxi à bord de la route en voulant dépasser la Fraser Nash du pilote A.J. Gripper. Voici donc notre premier éliminé, cela promet. Les voitures roulent à présent vers Salzbourg, la cité qui vit naître Wolfgang Amadeus Mozart. Malgré les conditions météorologiques difficiles, tout se passe comme sur des roulettes. Mais en vue, la première difficulté, les hauts cols d'Autriche, culminant presque à 3800 mètres d'altitude. Défi cependant relevé haut la main par de formidables participants. Mais pas le temps de souffler, car arrive dorénavant le redoutable col de Ketchberg qui fait tant parler de lui, à presque 1600 mètres de hauteur. La puissance de certaines mécaniques n'a pas suffi à pouvoir vaincre ces pentes sournoises, et un concurrent s'est même fait avoir par le coup de la panne d'essence. Et oui, Mr. Porter Pargorev, il faudra penser à prendre un bidon de carburant pour la prochaine fois.
Arrivés en Italie, les concurrents ont ainsi grimpé le fameux col du Giovo, jusqu'à la charmante petite ville de Merano. Les Invicta, et notamment Illy et Fleming, se sont largement retrouvés en avance sur le temps prévu. Bonne nouvelle pour le constructeur anglais. Chacune des équipes restantes a pu ainsi prendre sa soirée de repos et profiter des Spalzers au fromage. Deuxième jour, vendredi 29 août, 254 miles. Le trajet est alors un circuit fermé partant de Merano pour un tour en pays transalpin. Il commence tout d'abord par un détour au travers des célèbres Dolomites, ce célèbre massif d'aiguilles saillantes qui déchire la terre. Les coureurs arriveront en premier lieu sur le Passo Sella, le Pordoi, le Farza Rego, près de la célébrissime station de Cortina d'Ampezzo, le Passo Rolle et la Castalunga, pour revenir à Merano en fin de journée. Malgré la beauté des paysages, la succession d'écoles ne permet pas aux coureurs de prendre un avantage décisif dans les sections plus faciles. Deux concurrents, dont l'une des trois Invicta, mais pas Fleming, je vous rassure, sont sortis de route. Et heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. La conductrice, mademoiselle Allen, car oui, chers auditeurs, le rallye est mixte, cassa son essieu. De rien, toutes les automobiles furent soumises à de rudes épreuves, dont le parcours était sinueux et turbulent. Crevaison, problème d'allumage, ventilateur cassé, courroie de transmission, tout y est passé. Madame Gripper, quant à elle, se retrouve à un moment donné avec son boîtier de vitesse complètement disloqué en pleine course. Samedi 30 août, troisième jour. Tous les conducteurs sont cette fois-ci anxieux car aujourd'hui, ils vont se confronter contre l'inexorable col du Stelvio. 49 épingles à cheveux sur 17 miles d'ascension. Un véritable enfer avec une route presque de terre. Et la montée la plus rapide fut gagnée par Donald Illy et son navigateur Ian Fleming. En seulement 23 minutes et 43 secondes, un record. Suivi de près par les deux autres Invicta. Et la plus rapide de toutes, dans les 1500 cm3, était A.J. Gripper, dont la Fraser Nash a rugi dans le merveilleux temps de 27 minutes et 43 secondes. Le reste de la course jusqu'à Saint-Moritz ne fut pas non plus une partie de plaisir. Deux cols importants, le col de la Fruela, à 2380 mètres, et le col de Juillet, à 2284 mètres. Une voiture prit feu à cause du surchauffage, une autre s'est écrasée contre le muret du tunnel du Mont Blanc, tandis qu'une dernière est sortie de route et est retombée 2 mètres plus bas sur un talus. Et beaucoup ont malheureusement abandonné face à la difficulté des trois cols. Heureusement, aucune victime n'est encore à déplorer. Aucune Talbot ni Invicta non plus ne fut remise en question malgré les difficultés. Le jour suivant, dimanche, est une journée de repos à Saint-Moritz. Et malgré les mésaventures, l'esprit général est resté très bon enfant. Les concurrents ont tous garé leur voiture de repos sur les terrains de tennis du Grand Hôtel. Et beaucoup ont passé la journée à bronzer sous le soleil d'altitude. Enfin, du beau temps. Mais le répit ne fut que de courte durée, car le départ de la 4e journée est prévu à minuit pile. Lundi 1er août, 4e journée, 215 miles direction Stresa, un pilotage nocturne. Au programme, l'école de la Bernina, le Lugao et le Saint-Bernard. Si tous les concurrents sont arrivés sans encombre, ce ne fut pas le cas d'une Ford qui sortit de route et qui échappa in extremis à tomber dans un précipice. Quel miracle qu'il s'en soit sorti indemne. Les conducteurs arrivent tous à temps pour prendre un bon petit déjeuner et un repos fort mérité. Certains des coureurs en ont profité pour se rassembler sur un bateau à vapeur pour faire un tour du lac Majeur et profitèrent également de la baignade pour une après-midi des plus amicales. 5e journée, le mardi 2 août, 320 miles. Le plus grand parcours, départ à 5h du matin. Les concurrents ont bien fait de profiter de la veille car cette journée fut la plus éprouvante. En haut du col du Petit Saint-Bernard, une tempête se déchaîna. La visibilité difficile, la route glissante et les vents ont fait succomber beaucoup de pilotes. Beaucoup ont perdu des points car ils ne purent satisfaire aux impératifs de vitesse. Car en effet, les voitures, selon leur cylindrée, avaient l'obligation d'un minimum de vitesse moyenne. Mais les Talbot, les Invictas et les autres Armstrong ont toutes fait face de manière satisfaisante au col. Ensuite vint le Galibier, qui n'a présenté aucune difficulté, car non chronométré. Mais la route était pleine de nids de poules et de sections en terre. L'arrivée à Grenoble fut alors un véritable soulagement. Dernière journée, Grenoble-San Remo, 262 miles, mercredi 3 août. Aucune réelle difficulté pour ce parcours de croisière terminant l'épreuve de la Coupe des Glaciers. San Remo fut une fête pour tous. Merci à tous de nous avoir suivis. Ici votre correspondant de 1932, à vous, Cognac Jet. Au final, 34 pilotes sont arrivés sans pénalité et ont gagné la coupe au terme d'un parcours de long de 2598 km entre Munich et San Remo. Donald Illy sur Invicta gagna la côte du Stelvio. Les coupes constructeurs seront remises à Talbot, Wanderer, Tatra et Riley. Illy et Fleming célèbrent ainsi leur victoire avec leurs coéquipiers. Les deux vols soleil Hornet, pilotés par Mademoiselle Allen et Madame Martin,
ont toutes deux remporté la Coupe des Glaciers également. En plus de remporter conjointement la Coupe des Dames. Enfin, la petite Singer 9, la voiture britannique la moins chère du trial, a remporté elle aussi la Glacier Cup. L'épreuve la plus sévère au monde fournit donc une preuve convaincante de la capacité des voitures britanniques à rouler dans des conditions difficiles. Toutefois, le magazine The Autocar notera que le navigateur de Healy passait son temps à houspiller sur les autres voitures en leur demandant peu courtoisement « Mais qu'est-ce que diable vous faites là ici parmi les grands ?» Il écrivit même dans son article que Healy écrasa toute concurrence. Bref, Fleming ne se fit pas discret comme à son habitude. Lorsque la course fut terminée, Fleming profita donc d'être en Europe pour enfin revoir à Genève sa fiancée de l'époque, Monique Panchaud de Bodin. Or, il se fit rappeler par Rick Hart, son directeur de rédaction, car le témoignage qu'il avait envoyé ne correspondait pas exactement au dire des autres journalistes. Le constructeur Invicta n'avait pas gagné aussi largement que Yann l'avait décrit. Et pour cause, les résultats étaient de fait très serrés. La réponse était simple. Fleming avait très largement enjolivé les choses, allant même à déclarer largement victorieux le constructeur automobile et son pilote. Fleming répondit donc à son patron, dans le calme et la mauvaise foi la plus absolue, que ce n'étaient pas les points qui étaient importants, ni les temps, mais le style de conduite, ce que Healy possédait en profusion comparé aux autres conducteurs. Étrangement, le rédacteur se contenta de raccrocher, presque persuadé des belles paroles de Yann, qui reprit en compagnie de sa belle un nouveau verre de vin. Je vous le dis, la course transalpine a bien sûr eu un impact important sur les futurs écrits de l'auteur, et en particulier le voyage de Bond à la poursuite de la Rolls-Royce de Goldfinger et de ses célèbres étapes. Cette expérience fut prépondérante sur la manière de décrire les voitures et le réalisme des courses-poursuites qu'il esquissera dans ses futurs James Bond. Mais c'est une Bentley convertible de 1933 et une autre de 1954 que conduit Bond dans ses romans, et non une Invicta. Et contrairement au film, ce n'est pas exactement une Aston Martin DB5 qui conduit dans le roman Goldfinger, mais une Aston Martin DB MK3, appelée par erreur DB3. Car même s'il aimait la vitesse, la conduite et les frissons sur la route, Ian Fleming n'était pas un expert en automobile. Son amour de la voiture l'inspira aussi pour écrire un roman pour la jeunesse, Chitty Chitty Bang Bang, la voiture magique. Une histoire qu'il écrira pour son fils Caspar pendant sa convalescence à sa première crise cardiaque. L'histoire d'un inventeur qui achète une voiture et vit des aventures extraordinaires avec ses deux enfants. Dans la réalité, la Chitty Chitty Bang Bang a réellement existé. C'était la création d'un très grand coureur automobile britannique d'origine polonaise, Louis Zborowski, qui se tua lors d'une course contre un arbre en 1923. Et il avait juste 29 ans. Nobody does it better. Makes me feel sad for